bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir et bienvenue donc à cette 12e grande conférence de l'ESG, Économie sociale, économie de demain, une économie qui travaille pour nous. Donc, je me présente, Annie Camus, je suis professeure à l'École des sciences de la gestion en gestion des entreprises sociales et collectives et responsable de l'équipe de recherche du même nom. C'est moi qui aurai le plaisir d'animer la rencontre ce soir. Cette conférence, c'est donc la 12e de la série des grandes conférences qui est organisée par l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Ces grandes conférences, une série en fait de conférences thématiques autour de la gestion qui vous invite à écouter, à échanger avec des grands noms du monde économique et des affaires ainsi que des milieux de l'entrepreneuriat. Ces conférences se veulent vraiment un lieu de rencontre privilégié pour le milieu des affaires, le milieu académique et la relève entrepreneuriale. Donc, je vous remercie d'être avec nous ce soir. Merci à nos conférencières aussi d'avoir accepté de venir nous parler et vous rencontrer. Mais avant de leur céder la parole, j'inviterai le doyen de l'École des sciences de la gestion, M. Komlan Sedzro, à venir vous dire quelques mots. Merci beaucoup, ma mère. Mon cher Abou. Merci. Tu l'as déjà dit, c'est la 12e grande conférence et je suis très content qu'on ait pu initier cette série de conférences, nous, à l'École des sciences de la gestion, qui voulons être plus proches de nos milieux. C'est très important. On ne veut pas être une tour d'ivoire désincarnée de ce qu'on veut servir, en fait. Et notre objectif, c'est d'avoir le plus d'impact possible sur la société. Je profite pour saluer Madame Nathalie Villemeur, qui est une de nos conférencières que je connais depuis longtemps. Elle a eu le malheur d'avoir été mon étudiante, en fait. Et aussi Madame Béatrice Alain, que je connais moins bien quand même, et qui n'a pas fréquenté la meilleure école de gestion au monde. Merci beaucoup, ma très chère Annie. Et toute la gang d'économie sociale, Maude, ce que je ne vois pas. Donc, merci d'être là. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que l'économie sociale est une réponse concrète aux défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels nous faisons face. En mettant l'humain et la collectivité au centre de ses préoccupations, elle propose une façon durable et inclusive de penser notre développement économique. C'est une économie qui travaille pour nous tous en favorisant la coopération, la répartition équitable des richesses et l'innovation sociale. En fait, c'est ce que nous incarnons comme école de gestion et j'en suis très fier, en fait. Juste une petite anecdote parce que la journée est toujours longue. Nathalie m'a expliqué au cours, parce qu'on travaillait depuis, l'économie sociale pendant tout un voyage, j'ai jamais compris encore. Mais c'est vrai, elle a fait qu'elle m'expliquait l'économie sociale. Mais à l'ESG UQAM, nous avons à cœur d'accompagner, j'étais pas encore doyen, donc c'était pas grave. Nous avons à cœur d'accompagner nos étudiants, nos chercheurs et nos partenaires dans la réflexion et l'action en faveur d'une économie plus solidaire. Nos programmes d'enseignement, nos recherches et nos collaborations avec le milieu sont orientés vers l'impact concret et la transformation positive de notre société. Nous croyons fermement que l'avenir économique repose sur des modèles qui favorisent à la fois la prospérité et l'équité, surtout en ces temps d'incertitude. Je ne vous parlerai pas de Trump aujourd'hui, même si j'y pense, mais je pense quand même que la solidarité fait le cœur du Québec et on doit quand même y travailler et ça peut toujours être mis en cause à tout moment. Donc, d'où l'importance des recherches que nous favorisons. Juste quelques exemples. Dans le cas de l'École des sciences de la gestion, on a des enseignements qui sont axés sur l'économie sociale. Je peux penser au programme cours de 2e cycle en intégration des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l'évaluation des investissements. On a aussi un programme cours en responsabilité sociale des organisations. Je ne vais pas tous les citer, on a 102 programmes. Mais aussi en recherche, on a identifié l'économie sociale ou plus la transition socio-écologique
comme un de nos 5 grands axes de positionnement aux côtés de la transition numérique, la transition entrepreneuriale, transition des milieux de vie, transition économique et financière. Donc, c'est un axe important, je vous le dis en même temps. C'est un axe important, c'est l'un des 5 axes qu'on a ciblés et comme j'espère on a déjà commencé une petite campagne de financement. Donc, je pense qu'on pourrait travailler dessus pour mettre de l'avant ce pan important. On a aussi des chaires dans le domaine. Donc, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose. Donc, bientôt, même si Luc-Antoine est sur son téléphone, bientôt, on fait les conférences chez Miller Thomson. Donc, je remercie Miller Thomson pour son accueil et de toujours avec cette vue magnifique. Mais on aura aussi bientôt un nouveau pavillon et j'espère que la prochaine conférence aura lieu dans notre nouveau pavillon. Je en profite pour remercier encore une fois nos conférencières, dans ce cas, pour leur présence et pour leur disponibilité. Et puis, j'ai hâte de vous entendre. Merci infiniment. Merci, Monsieur le doyen. Donc, le moment est venu pour moi de vous présenter un peu plus en détail nos 2 conférencières qui sont avec nous ce soir. Donc, Madame Béatrice Allain, d'abord, qui est directrice générale du chantier de l'économie sociale. Détenant une formation en économie et en sciences politiques, Madame Allain a occupé de 2001 à 2010 différentes fonctions dans des organisations nationales et internationales. Membre de l'équipe permanente du chantier depuis 2010, elle s'est occupée entre autres de partenariats régionaux et internationaux. Et Madame Allain assure la direction donc de l'organisation depuis 2018. Elle a contribué au fil des ans au positionnement du chantier comme un carrefour de l'économie sociale au Québec, mais aussi à l'international, notamment par l'organisation du Forum international de l'économie sociale et solidaire en 2011 et du Global Social Economy Forum de 2016, le fameux GSEF. Pour les intimes, outre ses fonctions au chantier, bien sûr, elle remplit son agenda. Elle est présidente du TIES, donc un organisme de liaison et de transfert d'innovation en économie sociale, présidente également de la Fiducie, du chantier de l'économie sociale, un fonds de capital patient destiné aux entreprises collectives et membre du Conseil de l'innovation du Québec et également membre du CA de Gérald Filion à Zone Économie. Ouais, voilà. Alors voilà, visibilité, ça compte. Donc merci d'être avec nous, Madame Allain. À ses côtés, donc on a Nathalie Villemur, qui est directrice générale du réseau d'investissement social du Québec, donc le RISC, premier fonds de capital de risque dédié uniquement aux entreprises d'économie sociale au Québec. Agissant dans le milieu de la finance depuis plus de 20 ans, elle a développé au fil des ans une expertise solide en analyse et en accompagnement de projets collectifs. Elle porte une vision des enjeux, des réalités du développement économique et du financement des entreprises et sa facilité à développer les liens d'affaires et ses nombreuses implications dans le milieu, dont à Cap Finance, le réseau de la finance solidaire, ainsi qu'au Fonds de finance sociale de Cap Finance, lui confère aujourd'hui donc une excellente connaissance de l'ensemble de l'écosystème de l'économie sociale et québécoise. Et donc, c'est à ce titre, mesdames, si vous voulez bien me rejoindre. Voilà, merci. Je te laisse, je sais pas si... Oui, vas-y. Voilà, alors moi, j'aurai maintenant assez parlé. Ça va être à votre tour. Et en fait, c'est ça. Peut-être qu'on voulait commencer cette conférence. Alors oui, je reconnais certains des visages, pas tous, pas toutes. Mais donc, peut-être commencer un peu par démystifier ou par nous expliquer brièvement ce qu'est l'économie sociale. Moi, je commence ça? Oui, malgré que c'est une réalité vraiment importante et depuis 125 ans du Québec, je confirme que mes parents aussi, quand ils doivent expliquer ce que je fais, c'est tenu des fois. Je suis plus jeune quand même. Non, mais faut savoir que le chantier reçoit, bon an, mal an, environ 10 délégations internationales par année qui viennent voir la place de l'économie sociale au Québec, le fonctionnement de l'écosystème de soutien, l'innovation qu'il génère. Puis on est comme, c'est super. Le dernier rapport de l'ONU cite le Québec 7 fois comme étant exemplaire. Mais si on parle au commun des mortels au Québec, l'économie sociale, quoi? Mais c'est un pan vraiment important de notre économie. C'est 11 200 entreprises, c'est 50 milliards de chiffre d'affaires, c'est 6% des gens qui travaillent
de la main-d'œuvre active travaille en économie sociale. Donc, c'est une réalité économique importante, puis c'est une réalité qui a façonné le Québec moderne. Si on pense les coops agricoles qui ont maintenu des gens dans les années 30, Desjardins qui a offert des services d'épargne, des services bancaires pour une population qui n'était pas un marché intéressant pour les banques de Montréal, les CPE qui ont permis le retour au travail, l'entrée sur le travail de femmes, on est passé en dessous de la moyenne canadienne à au-dessus parce qu'on avait des services accessibles mais de qualité, parce que les parents sont là. Donc, c'est vraiment un facteur de développement du Québec moderne, l'économie sociale. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est des entreprises qui vont servir leurs membres ou la communauté. Donc, il y avait des représentants des membres ou de la communauté qui siègent autour du conseil d'administration. Puis, c'est une personne, une voix. Donc, c'est pour ça que des fois, on parle d'entreprises collectives, entrepreneurs collectifs, ou de démocratiser l'économie, parce que c'est des entreprises qui sont redevables à des gens et non à du capital. Une entreprise privée, c'est qui a le plus de sous et celui qui décide. Là, c'est vraiment une personne, une voix. Puis l'autre facteur important, c'est que quand on regarde ces conseils d'administration, c'est dans l'ensemble de l'économie sociale, 50% des personnes sur les sièges sont des femmes. Une personne sur 5 est un jeune. Si on pense à qui décide, qui prend les décisions de nos entreprises publiques et privées au Québec ou même au monde, c'est pas les compositions qu'on voit. Donc, il faut savoir que c'est des entreprises qui sont gérées par des gens plus comme nous, et qui prennent donc des choix différents d'autres entreprises, entre autres parce que d'autres gens on voit au chapitre. Donc, comme là, as-tu compris un peu? Les entreprises d'économie sociale sont sur le modèle coopérative OBNL au Québec. Il y a une loi sur l'économie sociale qui définit qu'est-ce qui est inclus dans l'économie sociale. La loi a 10 ans. La définition de l'économie sociale et son inclusion des entreprises est différente en France et à l'extérieur du Canada. Donc, nous, on est assez strict sur la définition. C'est des coopératives, des OBNL qui ont un volet marchand. Les entreprises d'économie sociale répondent à des besoins des communautés. C'est pour ça qu'on parle de l'ancrage. En tant que financier, ce qui démontre la survie d'une entreprise d'économie sociale, c'est son ancrage dans la communauté, beaucoup, parce qu'on ne prend pas de garantie très valable. Vu que c'est collectif, on ne prend pas de caution personnelle comme les autres peuvent faire. Donc, l'ancrage dans la communauté, c'est notre gage de succès, mais dans tout projet, ça devrait être ça, le gage de succès. L'économie sociale aussi, c'est la pérennisation de la mission. Donc, on agit pour pérenniser la mission de l'organisation, de l'entreprise, en réinjectant les surplus dans cette pérennisation-là. Donc, on décommodifie des biens. On parle, tu sais, le dernier flip, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire. Donc, on décommodifie un immeuble, on le sort de la logique économique marchande, puis on essaie de répondre aux besoins des communautés. Ça va? C'est bon, tout le monde a suivi. Merci. Ça m'amène à vous poser donc la question, sachant un peu là, donc toute la portée aussi de l'économie sociale, de quelle façon en fait vos organisations respectives, là, chacune, contribuent au développement de l'économie sociale? C'est mon deuxième problème quand j'explique à mes parents ma job. Faut savoir que au Québec, donc l'économie sociale, cette façon d'entreprendre, elle existe partout sur la planète. Et je dirais que des fois on parle d'économie traditionnelle. Pour moi, c'est l'économie traditionnelle. C'est des communautés qui se prennent en charge. Mais au Québec, on a cette spécificité de, au lieu d'avoir la Fédération des coops alimentaires qui va voir le gouvernement, puis après ça, des gens de sécurité alimentaire qui va, tu sais, chacun va tout seul. On a un lieu de concertation qui est le chantier, où on retrouve des représentants de réseaux sectoriels, de réseaux territoriaux. Il faut savoir, dans toutes les régions du Québec, il y a un pôle d'économie sociale, des organisations d'accompagnement, des mouvements sociaux comme le mouvement syndical, environnemental des femmes, pour dire, OK, ben, c'est où sont les besoins au Québec? Puis qu'est-ce qu'on a besoin pour avoir plus d'économie sociale, d'entreprises d'économie sociale ou des entreprises plus fortes ou plus performantes face à ce besoin? Donc, on peut passer le vieillissement de la population. Comment on peut avoir plus d'aide à domicile? Comment on peut maintenir les résidences pour personnes âgées dans les milieux ruraux? Comment on peut développer plus de résidences pour personnes âgées? Comment on peut avoir toutes ces séries? Donc, avoir cette discussion ensemble permet de dire, est-ce que c'est un fonds
Est-ce une société d'acquisition? Est-ce que c'est une politique publique spécifiquement pour ça ou qui reconnaît que ces résidences agissent différemment qu'une résidence privée? Puis, c'est pas vrai que la réalité, elle est pareille en Gaspésie ou en Abitibi, si on veut construire du logement ou si on veut desservir des communautés. Alors, comment on module ces efforts-là en fonction de la réalité du Québec pour réellement donner des conditions pour des entreprises? Donc, je travaille pas avec des entreprises. On travaille au niveau systémique, mais je pense que c'est représentatif de l'écosystème au Québec que les gens sont autant des entreprises. Quand une entreprise dans le même secteur va se développer dans l'autre région, au lieu de le voir comme un concurrent, ils vont être « Hey, je vais t'expliquer comment j'ai fait parce que c'est super intéressant puis il faudrait en avoir plus. » Mais à l'échelle de l'écosystème de soutien, des acteurs financiers, d'accompagnement, des gens qui vont plaider pour des politiques dans des secteurs, les gens de recherche, t'as raison. On est les meilleurs. Oui. Mais les gens vont se parler pour dire, OK, peaufiner cette idée, comment on pourrait y arriver? Est-ce que c'est viable? Ouais, tel argument est vraiment porteur. Moi, j'ai le chiffre qui montre que, etc. Donc, c'est ce dialogue stratégique qui fait que on a une position plus forte et informée face au gouvernement. On développe des outils qui sont plus pertinents et performants dans différentes régions. On tire l'expertise d'un secteur comme les soins aux petites enfances pour développer soins aux aînés, puis dire il y a des leçons à apprendre. Donc, c'est un des facteurs de réussite de l'économie sociale au Québec. Moi, je travaille au Réseau d'investissement social du Québec. On est un outil financier de l'économie sociale. Le risque a été créé il y a 25 ans par le chantier. Le risque est le premier fonds en capital de risque pour les entreprises d'économie sociale. Pourquoi un fonds en capital de risque? Ben parce que les produits financiers des institutions financières ne répondaient pas aux besoins. Donc, nous, on se crée pour répondre aux besoins des entreprises. Aujourd'hui, on existe encore pour accompagner les entreprises à toutes les étapes de leur parcours. Puis, plus que 50% de nos interventions sont à l'extérieur des grands centres urbains. Les choses ont évolué à travers les années. Le risque aussi, c'est un centre d'expertise. Donc, on a créé un guide d'analyse des entreprises d'économie sociale parce que nous, historiquement, on a inclus l'impact dans notre analyse, l'impact social. Et ça, on l'avait pas réalisé avant de essayer de développer un cadre de mesure d'impact spécifique à l'économie sociale, mais ça fait énormément longtemps qu'on prend en considération des critères non financiers. Cette expertise-là a été développée avec un réseau qui s'appelle le Cap Finance depuis 2009. Les acteurs de la finance se regroupent pour travailler dans une méthode très québécoise qu'on appelle la complémentarité. Donc, on se parle entre nous. Tu sais, on fait de la compétition pareil, mais on essaye de travailler pour les entreprises à être complémentaires dans les montages financiers. Donc, c'est notre logique de travail. Donc, quand j'étais analyste au risque, je parlais plus souvent à Investissement Québec, à la Caisse d'économie solidaire, aux autres membres de Cap Finance qu'à mes propres collègues. C'est ça qui arrive. Les fonds de travailleurs aussi ont beaucoup contribué au développement de l'économie sociale au Québec. Il y a 15 ans, on a aussi créé la notion de capital patient avec la fiducie du chantier de l'économie sociale. Elle est présidente. Donc, la fiducie, c'est du capital patient. En gros, on peut pas prendre de capital action dans une entreprise collective. Donc, on fait des prêts avec des moratoires de capital de 15 ans. Ça fait qu'on peut financer beaucoup d'initiatives d'immobilier collectif. L'immobilier collectif, c'est on crée une structure qui acquiert un immeuble, puis l'immeuble loue à ses membres. Donc, tu deviens locataire de la structure dans laquelle tu es sur le conseil d'administration. Tu as un membre, t'as une voix. C'est pas selon ton pied carré que tu décides. Ça, c'est très, très, très populaire, puis ça aide à pérenniser les missions aussi. Le gouvernement fédéral a lancé un appel pour aussi créer développer la finance sociale au Canada. Et Cap Finance a appliqué pour devenir grossiste de finances sociales. Et donc, on a réussi à devenir grossiste de finances sociales, c'est-à-dire de capitaliser des fonds. Il y a 3 grossistes qui ont été choisis à l'intérieur du Canada. Il y a Bowen, Realize Capital Partner et Cap Finance, Fonds de finances sociales. Nous, la finance sociale au Québec,
c'est l'économie sociale. Plus que 70% des fonds sont dédiés à des entreprises d'économie sociale. Donc, on est rendu assez gros pour prétendre capitaliser des fonds spécialisés en économie sociale. Je veux juste dire là-dessus, la raison, tu sais, quand le gouvernement fédéral a mis des sous, il a mis sur des fonds pan-canadiens, sauf au Québec. Pourquoi? Parce qu'au Québec, il y avait des fonds, déjà, il y avait beaucoup plus de fonds existants, ils travaillaient déjà ensemble. Puis ailleurs au Canada, ils ont pas de loi en économie sociale, ils ont pas de véhicule pour ça. Ils parlent des fois Community Economic Development, Cooperatives, ou Community Wealth Building, c'est bien des termes, mais il n'y a pas de véhicule spécifique. Au Québec, le fait qu'on a une loi qui identifie c'est quoi, on peut avoir des politiques publiques ciblées, on a des fonds d'investissement ciblés, et cet écosystème se tient. Donc, quand ils font des mesures pour soutenir l'innovation ou faire décroître les inégalités ou etc., ben nous, on est déjà organisés pour okay, donnez-nous les sous puis on va le faire et non pas créer quelque chose de rien comme ailleurs au Canada. Veux-tu que je te laisse poser une question avant de continuer? Ben parce non, que je vais me permettre de compléter. Je suis rendue à mardi dans ce que je fais. Non, non. Je vais me permettre de compléter aussi parce que je pense que c'est ça, c'est une des forces qu'on a au Québec en économie sociale, cet écosystème. Et là, je vais saisir l'opportunité qui m'est offerte. Notre doyen a eu une petite gêne, donc il n'a pas tout révélé. Mais effectivement, il y a aussi dans cet écosystème-là énormément d'efforts de recherche, y compris d'enseignement. Bien sûr, à l'ESG, d'ailleurs, on forme des personnes de l'écosystème également. Mais c'est ça, donc des programmes. Et entre autres, à l'ESG, on a la chance, effectivement, d'avoir le programme cours de gestion en gestion des entreprises sociales et collectives, une maîtrise en innovation sociale. Il y en a bien sûr dans d'autres universités, mais je les nommerai pas. Vous comprendrez pourquoi. Mais donc c'est ça. On a quand même des chercheurs, des chercheuses et l'implication aussi, c'est ça, de l'UQAM auprès de... Il y a ce travail de proximité, de mise en relation et même de travail de recherche partenariale avec les milieux de pratique. On le voit à travers le service aux collectivités de l'UQAM, entre autres. Et bien sûr, là, tu sais, je ne nommerai pas, là, je vais me garder moi aussi une petite gêne, mais toutes les initiatives de recherche, dont le tout récent réseau de recherche en économie sociale et solidaire, qui, lui, est multi-universitaire. Mais on a avec nous, là, donc, la titulaire d'une des axes, Valérie. Mais ça participe de cet écosystème qui, du fait qu'il est maintenant aussi bien reconnu grâce à la loi, monte en force aussi parce que c'est ça, chacun peut renforcer l'un et l'autre des composantes de cet écosystème, ce qui nous donne ce contexte-là. Mais ça m'amène effectivement à la suite, à mardi. L'économie sociale aujourd'hui, le mouvement de l'économie sociale, donc là on est en train de dire quand même au Québec, on est chanceux tout ça, comme l'a souligné là, face aux défis actuels, ben dis donc, alors qu'est-ce que l'économie sociale offre de plus ou propose de différent, particulièrement peut-être dans le contexte actuel là? Ben, je vais commencer la réponse. C'est que les projets d'économie sociale sont résilients. Davantage, dans toutes les crises d'économie sociale s'en sort. Donc, parce qu'on est proche de nos communautés, parce qu'on répond à des besoins réels. On n'essaie pas de survendre ce qu'on fait, on essaie de répondre à des besoins. Donc, ce que ça crée, c'est que l'achat local, les initiatives locales sont ancrées. Ça fait qu'il y a une résilience. En contrepartie, je pense que l'économie sociale n'est pas suffisamment connue, notamment par rapport en France, comment ça peut être reconnu de faire partie du réseau de l'économie solidaire. Au Québec, on aurait peut-être l'occasion de s'en vanter davantage parce que dans les entreprises, ça peut avoir un très grand impact dans ta communauté si tu commandes ou tu travailles avec une entreprise d'économie sociale. Donc, cette résilience-là, au fait aussi que ça appartient beaucoup à la communauté, mais les employés sont plus impliqués dans leur milieu. En cas de difficulté, on est capable davantage d'absorber les chocs parce qu'on est davantage impliqué. Je vais vous laisser, Béatrice, pour la suite, plus grand niveau. Oui, puis je veux dire, les taux de pérennité d'une entreprise collective par rapport à une entreprise privée sur 10 ans, c'est le double. Donc là, je pense, je vais me tromper avec les chiffres. Regardez le taux de survie d'une entreprise privée quand elle naît, et une entreprise collective, c'est la moitié de la réalisation en économie sociale. Donc, cette question de pérennité dans des contextes de turbulence, elle est vraiment importante. Nathalie le disait, on a parlé
À un moment donné, on parlait des gros conglomérats, puis c'était too big to fail, mais l'économie sociale, c'est trop important pour tomber. Donc, quand il y a une période de crise, les gens serrent les coudes, les gens se parlent, puis s'aident. Comme autant, quand il y a une croissance, ben l'exercice est intéressant. Est-ce qu'on baisse les prix pour l'accessibilité, on développe un nouveau, on investit sur l'équipement pour la qualité, on couvre un nouveau territoire. Alors, tu sais, aujourd'hui, la moitié des centres de tri des matières résiduelles qui opèrent encore sont en économie sociale parce que, bon an, mal an, quand le marché il est bon, il y a plein de privés, mais quand le marché est mauvais, les privés ferment, mais l'économie sociale, elle a réinvesti, puis elle cherche continuellement à s'améliorer et elle va tenir en crise parce que c'est trop important, c'est un service essentiel. Fait que je pense les objectifs de l'entrepreneuriat de servir les besoins ou les aspirations versus rémunérer le capital change une logique. Après ça, je disais, les gens au conseil d'administration sont pas les mêmes personnes, donc tu fais des choix différents. Et c'est des entreprises qui sont particulièrement innovantes, mais aussi on a un écosystème de soutien. Il y a des gens qui vont documenter les meilleures pratiques. Ah, OK, quand ça fait qu'eux, ils ont réussi à rester ouverts dans un contexte très défavorable, donc ce qui s'est fait à Gaspé va se connaître à Gatineau et va outiller cette organisation qui vit la même crise. Donc, elles sont très innovantes, mais elles sont aussi bien accompagnées. Puis après ça, je pense, ta question était la portée dans le contexte actuel. Je pense qu'il faut se rappeler combien certaines initiatives, dont mon exemple de Desjardins a servi une population qui avait pas de service bancaire, c'est fondamental. Les CPE, le taux de pauvreté de familles en situation de monoparentale en situation de pauvreté a chuté de 30% à l'issue de ça. Tu sais, ça a vraiment la participation des femmes au marché du travail dans toutes les régions du Québec, ça change le Québec. Ben, il y en a plein d'autres exemples où quand il y a une masse critique, ça change la logique dans le secteur. Les services funéraires dans les années 70, les prix au Québec étaient au-dessus de ceux de la moyenne canadienne. Puis il y avait des conglomérats, des grosses entreprises américaines qui venaient les acheter. Les gens au Québec se sont levés puis ont dit non, s'il y a bien un service essentiel. Puis ils ont commencé à les acheter puis faire des coops. Aujourd'hui, avec 20% de marché, les coops funéraires ont 20% de marché, les prix de services funéraires au Québec, dans l'ensemble, sont en dessous de la moyenne canadienne et évidemment américaine. Donc, et évidemment, les prix dans une coop sont encore moins chers. Mais le poids de ça dans notre économie fait que ça change le développement de ce secteur. Alors, dans un contexte où, par exemple, on parle de tarifs puis d'importation, ben la question de l'économie circulaire, c'est des entreprises d'économie sociale dans la gestion des matières résiduelles. Si on peut soutenir une meilleure circularité de notre économie, c'est autant de minéraux et de matériaux qu'on n'importe pas parce qu'on réutilise. Donc, il y a en termes de contexte, oui, il y a le niveau de l'entreprise, mais il y a vraiment le poids de ces secteurs, l'importance de l'économie sociale dans notre société. Puis, je dirais, je pense qu'on le voit, qu'on s'en voit dans plus en plus de crises. On parle de tarifaire, mais on a eu des incendies, on a eu des inondations, on a eu la crise sanitaire. Le véhicule de gouvernance démocratique est vraiment important et n'a jamais été, à mon avis, plus important qu'aujourd'hui, qu'il va falloir faire des arbitrages entre des besoins économiques, des besoins sociaux, des besoins environnementaux. Puis c'est pas vrai qu'on va gérer nos forêts partout au Québec de la même façon. Dans certains cas, on a besoin de couper du bois puis générer de l'emploi. Dans d'autres endroits, on a besoin de préserver mais valoriser pour des questions touristiques. Dans d'autres cas, on veut absolument préserver et pas l'utiliser. Ces décisions doivent être prises par les communautés qui sont là puis qui vivent là. Donc, parce qu'elles sont capables de dire à quel point on veut, jusqu'où on veut aller. Donc, cette gouvernance par les gens de nos ressources, de nos choix économiques, puis les retombées de celles-ci qui restent dans la communauté sont fondamentales, à mon avis, face aux choix qu'on va avoir dans le futur. Merci. Et dans ce contexte-là, qui est le contexte actuel, l'économie sociale, donc, apporte beaucoup de propositions, beaucoup de réponses, et je préciserais de réponses qui sont démontrées. Hein. On n'est pas non plus dans de la théorie, là. Puis je pense que ce que Béatrice a amené est clair à cet effet-là. On est dans des choses qui fonctionnent, qui sont là, qui s'exercent, qui sont peut-être pas suffisamment connues ou visibles. Et donc, 2025, on va essayer justement aussi de contribuer à cette visibilité. Grosse année pour l'économie sociale. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? C'est moi qui fais
fait ça? Tu parles le bal? Comme tu veux. En 1996, ce qui a donné un grand essor à l'économie sociale, c'est le sommet sur l'économie et l'emploi, qui a donné la naissance du réseau des CPE, entre autres. Et le chantier, on dit, on va refaire ça, cet petit événement-là, en 2025. Donc, c'est le 14 et 15 mai. Parfois, je vois des gens avec un certain niveau de stress qui m'entourent. Mais c'est très intéressant la manière que ça a été construit parce que ça a été construit sous forme de thématique. Donc, on n'arrive pas pour se vanter. On pourrait, mais non, on arrive pour discuter. Puis, on a préparé nos conversations avec les groupes concernés depuis des mois pour être en mesure de parler de vieillissement de la population, d'environnement, de reprise collective. C'est quoi les autres thématiques? Gouvernance démocratique. Équité, emploi. Culture. Ouais. Donc, je te laisse détailler. Ben, je dirais, d'emblée, 2025, c'est l'année internationale des coopératives. C'est le renouvellement du plan d'action gouvernemental en économie sociale parce que la loi de 2013, elle en chasse un lieu de discussion avec le gouvernement, mais aussi des plans quinquennaux. Donc, c'était le budget mardi. Le gouvernement a dû commencer à dire des ressources qu'ils allaient mettre pour développer, soutenir le développement d'économie sociale dans les prochaines 5 années. Donc, c'est quoi leur vision de l'économie sociale puis où ils veulent mettre leurs billes. C'est les élections municipales. Mardi, c'était aussi un gros événement sur ville et économie sociale. T'sais, la Ville de Montréal, elle a des plans d'action en économie sociale depuis 2008. Gatineau a une politique en économie sociale. Sherbrooke vient d'en adopter une. Les municipalités qui sont vraiment aux premières loges là, des enjeux d'habitation, de cohésion sociale, de environnementale, des inondations, etc., sont vraiment des alliés importants de l'économie sociale. Donc, ça aussi, c'est un gros jalon de dire quels engagements ou perspectives, quels engagements vont être donnés dans les élections, puis quelles perspectives on se donne après, parce que la nouvelle mouture qu'on a eue aux dernières élections municipales, il y en avait beaucoup qui avaient beaucoup d'intérêt puis qui ont fait avancer des choses en économie sociale sur leur territoire. Après le sommet, effectivement, ça fait 20 ans qu'on a fait, qu'il y a eu en 96, 10 ans plus tard, l'économie sociale en a fait une en 2006, en disant, OK, ben, là, pas organisé par le gouvernement, par nous. Qui on est, qu'est-ce qu'on fait, où on veut aller. Mais si on repense à 2006 puis maintenant, on parlait pas d'environnement, on parlait de chômage, on parlait pas de pénurie de main-d'œuvre, on parlait de la situation des femmes, mais on parlait définitivement pas de EDI plus largement. Tu sais, il y a vraiment le contexte de vieillissement de la population, puis qu'est-ce que ça veut dire? Le contexte, les besoins au Québec sont différents, les aspirations qu'on a sont différentes. Et donc, l'exercice qui a été, ça fait 2 ans qu'on est là-dedans, puis c'est vraiment l'aboutissement de 2 ans de tournée puis de travaux. Pas tant pour dire on est ça puis c'est nice, ou discutons du problème, mais dire OK, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Est-ce qu'on peut annoncer des leviers, des engagements, des partenariats pour aller plus loin, pour accroître la contribution de l'économie sociale à l'enjeu de société qui est le vieillissement de la population, par exemple, ou à la question de équité et emploi? Est-ce qu'on peut accroître la capacité des entreprises elles-mêmes de faire mieux dans leur pratique d'emploi, mais est-ce qu'on peut aussi accroître la place de l'économie sociale face à cet enjeu? Donc, ça va être une série le but, c'est pas des panels, c'est pas pour présenter l'économie sociale en habitation, c'est dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour arriver à un 20% de logements en sans but lucratif, gérés par du sans but lucratif. Ouais. On est vraiment sur un travail véritablement de chantier, beaucoup plus qu'effectivement rendre des comptes ou faire des bilans. En termes financiers, on est dans une période où est-ce que l'investissement d'impact est devenu très, très, très populaire. Le Global Impact Investment Network, là, il y a plein de réseaux internationaux. Puis nous, là-dedans, en économie sociale, on a de l'impact intrinsèque dans nos entreprises depuis tellement d'années, sauf qu'on le dit pas, puis on n'a pas les moyens financiers et les moyens humains. Donc, on essaie de régler le problème ou de se positionner dans ce marché-là, à la fois auprès des financiers, même si nous-mêmes, on est des financiers, mais on aimerait développer une culture d'entreprise où est-ce qu'on sait comment valoriser son impact. Et aussi, on aimerait envoyer le message que par rapport à une économie financiarisée, en économie sociale, l'impact est réel.
est exponentielle par rapport à des impacts de fonds. Tu sais, quand on va au GIN ou dans des places comme ça, c'est le fonds d'investissement a un super bel impact. Nous autres, c'est le cumul d'impacts sociaux qu'on peut mettre pour dire ce secteur-là d'activité en économie sociale a vraiment beaucoup d'impact et on choisit d'investir dedans. Si on réussit ce pari-là, c'est sûr qu'on va devenir un véhicule financier intéressant parce qu'il y a des modèles d'affaires qui ne demandent pas seulement dans les fonds, comme le risque demande un rendement relativement concessionnel, mais il y a des intermédiaires de finances sociales comme la fiducie qui ont des performances d'investissement très nobles, puis qui sont capables de se vendre. Puis quand je vais prendre ma retraite dans quelques années, j'aimerais ça qu'on ait un marché secondaire en économie sociale. Je sais que c'est idéaliste, comme là, me fait ses yeux genre... Mais on travaille là-dessus, puis je pense que ça pourrait être intéressant que les investisseurs aient accès aux entreprises. Puis ça créerait une boucle vraiment intéressante. Excellent. Donc, un beau programme pour cette année qui est en partie déjà réalisé et beaucoup qui reste aussi à réaliser. En même temps, je pense que c'est ça, vous avez mis de l'avant, bon, le sommet, on est plus en mode chantier. Il y a eu un travail important préalable. Tu sais, on pourra pas, nous, là, demain matin, se pointer là, au sommet. Si on veut participer de ce grand mouvement, qu'est-ce qu'on peut faire, à part suivre des études à l'ESG, là? Ben, je pense que les connaissances d'affaires, c'est vrai que j'ai pas étudié à ESG parce que moi j'ai étudié en économie, puis en économie on gérait pas de l'argent, on gérait des courbes puis on faisait des maths. C'est pas la même chose, puis c'est utile d'avoir. Tu sais, il faut le rappeler. À un moment donné, c'est un mouvement qui est animé par des valeurs de équité puis de solidarité puis une économie plus durable. Mais ultimement, les pions qui sont avancés, c'est les résultats des entreprises. Alors, diriger une entreprise d'économie sociale, travailler dans une entreprise d'économie sociale, s'investir sur le CA d'une entreprise d'économie sociale, surtout quand on a des compétences de gestion, c'est vraiment utile parce que la gestion est mise au service de la mission sociale. Puis une entreprise qui est pas performante, elle répond pas à sa mission parce qu'elle va fermer. La façon de faire vivre cette mission, c'est d'être une entreprise qui roule. Fait que ça, c'est un. Après ça, il y a des pôles d'économie sociale, il y a des lieux de concertation, puis dépendamment des différents intérêts qu'ont les gens, le côté de la recherche, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se documente, quelles sont des tendances qu'on voit émerger, comme il y a des gens qui sont des nerds de main-d'œuvre, puis des tendances des besoins sectoriels ou des critères de poste, comme des gens en finance qui vont parler de nouvelles pratiques ou de lieux financiers. Il y a des différentes façons qu'on peut graviter autour de ça, je pense. Pour les questions du sommet en particulier, il y a un site qui est sommet-es-2025.québec pour avoir d'autres informations, mais je pense que le défi de dire « ouais, c'est intéressant, on n'en entend pas assez parler », on essaye. Il y a le mois de l'économie sociale où il y a beaucoup d'exercices de promotion puis de documentation, mais il y a beaucoup de gens qui essayent de mettre des documents ou des messages soit très, très succincts, 30 secondes, ou des longues études de la réalité dans tel secteur ou tel territoire. Donc, il y a beaucoup d'informations qui est là, je pense, juste en dessous de la surface, une fois qu'on a passé le problème de le party de Noël quand quelqu'un dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Puis là, c'est 10 minutes de PowerPoint. Mais une fois ça, il y a plein d'informations après. Il y a l'aide jeunesse du chantier de l'économie sociale aussi pour ceux qui ont moins de 35 ans. Ouais. C'est quoi la définition d'un jeune maintenant? C'est 35 ou 40? Ça augmente toujours. On est tous des jeunes, certains depuis plus longtemps que d'autres. Tout à fait. Donc, j'ai entendu aussi tout à l'heure, JCEF, l'économie sociale. Alors, on a la chance d'avoir un terreau fertile au Québec, d'avoir un bel écosystème, d'avoir une loi. Mais, et Béatrice, tu l'as dit tout à l'heure, c'est partout. Donc, il y a aussi un rayonnement et un intérêt, probablement à l'heure actuelle, je sais, à l'international. Est-ce que vous voulez en dire un peu plus? Ben, de mon côté, c'était toi qui voulais répondre. Cette semaine, j'ai parlé au Maroc, une organisation marocaine qui voulait développer l'économie sociale parce qu'il va y avoir une locale bientôt. Puis c'était pas un OBNL, là, c'était une organisation que j'ai référée au Fonds de finances sociales parce qu'il pourrait avoir une collaboration.
Ces situations-là arrivent régulièrement dans la mesure où au Québec, on est connu pour être davantage développé ou être un modèle à l'international. Pourquoi on n'est pas plus reconnu que ça? Ben, tu sais, on dit pas les entreprises incorporées et les sociétés enregistrées. Tu sais, l'économie sociale, la base, c'est les structures corporatives quand même, là. Après, on a des termes de gestion puis des valeurs qui sont attachées à ça. Donc, mais ici, c'est ça, faut se faire connaître davantage, mais à l'international, on est plutôt très connu. Puis là, je t'ai pas volé le punch du GICEF. Depuis 2012, il y a une task force de l'ONU sur l'économie sociale parce que la FAO était comment? Les coops agricoles, c'est un outil d'autonomie et sécurité alimentaire. Puis ONU Femmes était comment? C'est un enjeu d'un outil d'émancipation. Puis à un moment donné, on dit, il faudrait peut-être qu'on se parle. Donc, la task force ont leur première rencontre après l'adoption de la résolution à l'ONU, ils ont fait leur rencontre à Montréal, entre autres parce que c'était comme, il y a plein de choses intéressantes ici. Après, ça veut pas dire qu'on est avancé par rapport à tout le monde sur tout. Je sais plus l'année, là, mais quand on a développé un programme d'incubateur jeunesse pour soutenir des projets en économie sociale dans toutes les régions du Québec. On s'est inspiré d'un truc qui se faisait dans une université au Mexique, qui était vraiment intéressante, qui travaillait avec les jeunes puis les accompagnait pour développer leurs projets. Donc, il y a partout des trucs intéressants qui se font. Puis c'est intéressant d'avoir ce dialogue international parce qu'il y a eu plusieurs gros événements au Québec où quand on entend parler des trucs intéressants, on est « Ah ouais, raconte-moi comment t'as fait, c'est quoi le soutien de la municipalité ou du gouvernement fédéral, ou etc. » Et donc, le GICEF qui va avoir lieu, donc c'est un regroupement, une association qui regroupe des organisations qui vont parler de collaboration municipalité-économie sociale, qui existe qui a été fondée en 2012 par le maire de Séoul, et qui tient des événements internationaux aux 2 ans, donc ça fait 2014, Séoul, 2016, Montréal, 2018, Bilbao, 2020, Mexico, puis là, il y a un dérapage avec la COVID 2021. Puis là, 2023, c'était Dakar. Et là, ça va être 2025 à Bordeaux. Donc, c'est à la fois un moment de rayonnement de les réalités du Québec, puis généralement, les gens qui arrivent du Québec, c'est une grosse gang, puis c'est un moment intéressant pour se parler entre eux, pour se connaître, mais aussi d'apprentissage. De « Ah ouais, vous faites ça pour les trucs jeunesse, les universités font, etc. » Donc, c'est quand même un moment intéressant, puis c'est sûr qu'il va y avoir des communications là-dessus de comment s'impliquer ou en savoir plus. Ben effectivement, puis peut-être qu'un des vecteurs intéressants, si jamais vous avez la piqûre aujourd'hui, vous souhaitez, comme l'a dit Béatrice, il y a déjà beaucoup de choses qui sont là, faut effectivement juste gratter, trouver, mais c'est ça, du moment où on cherche, et je pense que le site, entre autres, du chantier, il y a beaucoup d'informations sur le fameux Internet, n'est-ce pas? Mais c'est ça, pour qui peut un peu manipuler Google, c'est ça, on peut trouver toutes ces choses-là et se rendre compte, en fait, de l'ampleur, là, c'est vraiment un peu comme une boîte qui s'ouvre et là, c'est fou jusqu'où, effectivement, on peut trouver des initiatives, des organisations, des réseaux, tout l'écosystème, évidemment, au Québec, mais même à l'international. C'est vraiment un monde qui est là, qui fonctionne et qui demande aussi, dans le fond, juste encore plus de force vive et puis peut-être, c'est ça, si jamais vous trouvez de ces informations, ben peut-être la première chose aussi, la première contribution, c'est d'en parler et de se renseigner, tout ça. Là, je sais pas où on en est dans la gestion du temps, ça va, parce qu'on pourrait peut-être prendre quelques questions. Hein? Tu peux en poser. Oui, bon. Mon cher doyen, allez-y, alors. Mais je pense, juste pour faire un commentaire et comme doyen, nous vanter un peu parce que on est en train de faire une accréditation sur l'impact des écoles de gestion, en fait, dans leur communauté. Donc, je pense que les évaluateurs, ce qui me stresse ces temps-ci, les évaluateurs viennent en juin pour voir quel est l'impact de l'école des sciences de la gestion. Et quand je suis devenu doyen, moi, je suis prof en finance en partant. Quand je suis devenu doyen, une des choses que j'ai constatées, c'est que l'école des sciences de la gestion est très positionnée. On faisait de l'économie sociale depuis très longtemps. Innovation sociale. Et quand je suis parti voir Marie Bouchard, qui m'a parlé, donc c'est pour ça que c'est un des axes
qu'on veut développer, soutenir. On en a 5 pour accompagner et être à l'avant-garde de cette transition-là. La question que je me suis posée, parce qu'on était les meilleurs au Québec et très bien positionnés, pourquoi personne ne le sait? Vous en avez parlé tout à l'heure un peu. Pourquoi personne ne sait que l'école ou le Québec est très en avance dans ce domaine-là? Une autre chose qui peut être perturbant, c'est les termes. Mettons, on va dire économie sociale, économie solidaire, économie circulaire. Enfin, pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, ça peut devenir embêtant parce qu'on ne sait pas qui fait quoi. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'un terme regroupe l'autre et tout? Donc, je suis bien content de la définition, même si circulaire, social, innovation, ça demeure quand même un flou. Donc, je ne sais pas s'il y a un mélange ou si c'est le même terme comme tel, en fait. Social, solidaire, microfinance, les termes se bousculent et on ne sait pas qui fait quoi et comment chaque terme ou chaque notion se positionne dans cet écosystème. Merci. Bon, la définition de l'économie sociale, c'est des entreprises collectives sous forme coop et OBNL qui ont un volet marchand. L'économie circulaire, c'est la réutilisation de biens et de services. Ça marche pas, hein? Oui, recyclage. Les intrants deviennent des intrants. Les intrants deviennent des extrants. L'économie sociale et solidaire, c'est beaucoup la définition française où est-ce qu'il y a souvent l'intégration des entreprises sociales. Des fondations. Des organisations communautaires. Actions communautaires et associations? Oui, OK. Vous voyez que ça, c'est mélange quand même. C'est ça. Le CRIS à l'UQAM a toujours été très novateur. Nous, ouais, je pense aussi qu'une des raisons, c'est vous faire un compliment, mais en disant ça, une des raisons pourquoi c'est peut-être pas connu, c'est que les acteurs qui sont dans le CRIS sont très terrain. Puis ils se vendent pas de leurs actions. Comme je suis allée au Conseil québécois du loisir, j'ai vu Annie qui était très impliquée au conseil d'administration dans ses recherches. Maude est très impliquée chez nous dans les comités d'investissement, Marie Bouchard depuis toujours. Ça, c'est pas des choses qu'on peut publier. C'est une croyance réelle au modèle puis une implication terrain. En termes de publication, je sais pas qu'est-ce que je peux répondre par rapport aux crises, mais je pense que vous êtes connus quand même beaucoup dans le domaine, tu sais. C'est l'aura de l'École de la science de la gestion, mais là, je dirais, est-ce qu'on prend vraiment la peine de parler de l'impact de l'économie sociale quand on parle de la gestion? Est-ce qu'on arrive suffisamment à dire, ça, c'est un impact de mes communautés, puis moi, je valorise ça comme UQAM, tu sais, puis c'est dans l'ADN, puis je peux dire le mot économie sociale suffisamment pour que les gens comprennent, puis peut-être que vous seriez un bon vecteur pour faire connaître l'économie sociale. C'est pour ça que j'ai parlé de l'accréditation. Parce que mon problème actuellement, comme en économie sociale, les profs font des choses. En fait, c'est qu'on ne sait pas. Il faut le regrouper, montrer notre impact sur la société, quel que soit le cas. Et c'est un défi, dans le sens où si les gens ne nous connaissent pas, ils ne voient pas l'impact qu'on a. Et mettons qu'en finance, si je retirais l'UQAM, mettons que je pose la question, si je retirais l'UQAM de l'écosystème des universités, qu'est-ce qui se passerait, mettons? Et là, je me dis, c'est 116 000 diplômés qui n'auraient pas eu, en fait, au Québec, ainsi de suite. Donc, mais bon, on y travaille. Mon adjoint est là, et je le fouette tous les matins pour... On va aller prendre un café. Ben, je trouve qu'il y a quand même un enjeu quand on pense à l'importance de l'économie sociale au Québec, et pas juste cette année, mais historiquement, que on va à l'école au secondaire, on fait l'histoire géo du Québec-Canada. Mon fils est en ce cours-là. Il parle pas de l'histoire du développement du Québec moderne, là, de passage d'une communauté, une économie rurale à vraiment autre chose, puis l'importance de l'économie sociale. Puis à l'université, qu'on soit en droit, qu'on soit en génie, qu'on soit, tu sais, c'est pas juste les gens qui s'intéressent à l'économie sociale, c'est dans l'économie où on est, c'est une réalité. Il faut qu'on en parle pour que quand je sors et que je suis avocat et que je rencontre un OBNL, ben tu peux pas faire des profits, t'es un OBNL. Ou une coop, c'est pas je sais pas quoi. Eh oui, puis ça existe partout, mais ils ont jamais vu ça dans leur cours.
Donc, il y a un enjeu de comment on enseigne ça, puis pas toutes les universités. C'est une discussion très compliquée parce que personne veut imposer des sujets au milieu de l'enseignement. Et en même temps, effectivement, pour moi, il y a deux rôles. Il y a la question de ce qu'on enseigne, mais il y a le rôle de l'université. Puis, à mon avis, l'UQAM a toujours été beaucoup plus en avance. Ça, c'est un truc que quand on se compare, je trouve au Québec, on a beaucoup d'universités qui font leur truc, mais complètement désincarnées du territoire. Et aux États-Unis, ils ont des obligations d'investir. En Amérique latine, les profs sont comme 30% de leur reconnaissance et qu'est-ce qu'ils font dans la communauté. UQAM a cette tradition. Est-ce que tous ceux qui viennent à l'UQAM le savent et c'est pour ça qu'ils s'inscrivent? Je sais pas, mais cette fonction d'être un acteur du territoire et de développement, à mon avis, a teinte la participation tant des profs que des étudiants dans l'institution. Puis, juste pour répondre à ce que Nathalie soulevait sur la question du CRIS, donc le Centre de recherche sur les innovations sociales, mais que ce soit ça ou l'équipe en gestion des entreprises sociales et collectives, tout ça, je pense qu'il y a quand même aussi, puis je pense que c'est le propre de l'économie sociale, on est très occupé à faire. On est occupé à faire, pas à se vanter, pas à se rendre visible. Et de toute façon, ça fait pas à la base partie de nos valeurs. On est occupé à répondre à des besoins, à être en lien avec les territoires, en lien avec les communautés. Et tout ça prend beaucoup de temps et d'énergie aussi. Fait que c'est là aussi, parce que même le CRIS, on est très, très connu à l'international là aussi, mais nul n'est prophète dans son propre pays. Donc là aussi, on souffre un peu du même déficit en termes de visibilité ici même. Mais il y a de ça, puis je pense que c'est pas juste les chercheurs, chercheuses, c'est aussi les acteurs, les actrices, l'écosystème. On est occupé, on fait. Et on fait avec des résultats, ce qui fait qu'on continue de faire. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, effectivement, peut-être cette visibilité de la même façon. Je sais pas, Nathalie, si tu voulais réagir. Non, c'est bon? Accès l'acheteur puis le logo, j'ai oublié. Okay. Il y a depuis 2 ans, je pense que c'est logo-es.québec, donc pour inviter les entreprises à s'afficher comme une entreprise d'économie sociale. Puis ça, pour répondre, ça fait partie de la confusion parce que des fois les gens sont comme moi je suis une coopérative d'abord, ou moi je suis une entreprise de l'anaudière, ou moi je suis une entreprise d'insertion, ou moi je suis un CPE. C'est correct, mais tout ça. De comprendre qu'il y a un lien puis il y a des valeurs partagées entre le CPE, l'entreprise d'insertion, la coop, toutes ces entreprises qui tiennent au développement de l'anaudière et qui s'inscrivent dans le mouvement de l'économie sociale. Donc, ce site-là, c'est pour le logo et maintenant, ça a été lancé ou ça va être lancé sous peu, là, Axel.ca, qui est un répertoire de, je pense, ils sont rendus à 4000 entreprises pour montrer dans différents secteurs régions, etc., toutes les entreprises d'économie sociale, donc pour les trouver mieux. Puis il y a un autre site qui est là roule depuis 2 ans, Accès l'acheteur, pour favoriser l'achat en économie sociale par les grandes institutions. C'est un Hydro-Québec qui est comme, OK, fine, 500 tables sont où? À travers Accès l'acheteur. Oui, oui, mais c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Donc, mais attendez, faut juste vous passer le micro. Aussi. On t'entendra mieux. Oui, merci beaucoup d'abord pour la conférence. En tout cas, c'est étant étudiante justement à l'ESG, ma question s'adresserait peut-être plutôt à notre doyen. Ben justement, qu'est-ce qui se fait présentement ou qu'est-ce qu'on prévoit faire au niveau du premier cycle? Pour la petite anecdote, moi, j'ai fait un retour aux études sur le tard. J'ai été banquière pendant 8 ans. J'ai fait mon parcours en gestion. J'ai fait gestion internationale avec même stratégie pour essayer de comprendre justement comment fonctionnait ce monde dans lequel on vit, puis essayer de voir c'est où les prises qu'on avait pour peut-être essayer de changer de façon systémique, justement, comment ces logiques, clairement, on les voit, ne sont pas fonctionnelles dans tous les domaines, ne sont pas fonctionnelles aussi à long terme. Donc, comme étudiante en quête de réponses, j'ai trouvé quelques réponses en gestion internationale et en stratégie, mais je me suis rapidement rendu compte que c'était en fait, on s'intéressait qu'à une seule logique, finalement, qui était la logique compétitive. Et ça a été pour moi un hasard que de tomber sur le CRIS et de découvrir éventuellement tout cet univers et ces histoires à succès de l'économie sociale. Mais je me suis fait cette réflexion à plusieurs reprises que j'aurais adoré. Puis maintenant, je fais une maîtrise en gestion, donc je suis là où j'ai envie d'être. Mais j'aurais adoré découvrir
ce pan de l'économie bien plus tôt dans mon parcours. Puis c'est une de mes missions personnelles aussi d'en parler, d'essayer de faire traverser le message même au niveau de la consultation. On s'implique à l'UQAM, par exemple, avec le bureau de conseil en management, qui est une jeune firme étudiante. On a cette force à l'UQAM d'avoir des professeurs, d'avoir des gens justement qui sont proches avec le milieu, qui sont en mesure de faire de l'accompagnement de façon beaucoup plus adaptée que certaines grandes firmes de consultation pour ces entreprises-là. On a plein d'opportunités, je pense, encore à développer. Puis surtout, quand on en parle, moi, je sais que le rayonnement de mes implications, par exemple, avec le BCM, le retour qu'on a, c'est quand les étudiants découvrent l'économie sociale, il y a toujours un genre de « Ah, pour vrai? On a ça au Québec? » Fait qu'il y a vraiment... ma question, c'est encore une fois, qu'est-ce qu'on fait présentement, justement, pour former la relève, mais plus tôt dans le parcours? Merci pour cette question. De toute façon, Nathalie a suivi le même parcours parce qu'elle était banquière aussi, comme moi je suis. Comment? Il y a des choses qui s'en viennent. Oui. Non, mais elle est chère et tout. Et puis, mettons que c'est bien, c'est une qualité d'être humble et de ne pas parler de nos succès. Maintenant, comme doyen, je pense qu'il faut qu'on en parle beaucoup plus de tout ce qu'on fait à l'école et qu'on mette ça de l'avant. C'est toujours un balancier qu'on ne met pas ça trop souvent de l'avant. Et nous, comme je disais tout à l'heure, nos 5 axes, là, c'est la transition socio-écologique. Ne vous inquiétez pas, c'est quelqu'un d'entre elles là qui m'ont donné le terme. La socio-écologique, c'est Marie Bouchard qui m'a suggéré le terme comme un terme parce que c'est une de nos forces, c'est une des forces du Québec aussi. Donc je pense que, et ça me fâche que quand ça devient la mode de se faire doubler. Maintenant que moi je suis en finance pure et puis pure ou impure là, mais je sais que c'est une de nos forces à l'UQAM et au Québec, et il faut faire quand même attention de se positionner clairement et de se vanter comme quoi nous, on est meilleurs en économie sociale que n'importe quelle autre université, quitte à se vanter. Et en fréquentant Annie, Valérie, et j'ai constaté quand même que c'est des sommités dans ce domaine-là, plus que n'importe quelle autre université. En fait, j'ai quand même fait quelques petites lectures là-dessus. Et l'autre chose qu'on voit actuellement et qu'il faut préserver, ne serait-ce qu'au Québec, c'est que y a beaucoup d'incertitudes. Et il faut quand même s'assurer que devant les coups de boutoir, je ne sais pas comment le dire, d'un Trump ou pas, qu'on perde nos valeurs essentielles. Quand j'apprends que l'université colombienne vient de céder par rapport à la menace trumpiste, ben c'est quelque chose qui fait peur. Donc il faut qu'on essaye, qu'on assoie nos compétences comme il faut et dire nous c'est ce qu'on veut faire et ne pas céder à ce genre de choses-là. Ne vous inquiétez pas, on a fait une campagne de notoriété avec les coms, et puis pour mettre ces différents pôles-là de l'avant pour qu'on soit beaucoup plus connu dans le domaine, en fait. Peut-être que c'est une question aussi pour vous, là. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que des fois, les gens ont tendance à abandonner notre coopération. Ah, excuse-moi. Ah, mais c'est mieux d'ailleurs que vous répondiez. Merci, Julie. Donc, bonjour, Julie Reipen, je suis professeure à l'ESG. Donc, une chose qui s'en vient en premier cycle, c'est une concentration en innovation sociale au bac en administration des affaires. Donc, ça, déjà, c'est une bonne chose. Donc, les étudiants qui entrent en premier cycle pourront aussi décider de suivre un parcours qui porte vraiment sur l'innovation sociale. Et alors, peut-être une suggestion que vous pourriez prendre en considération. On a un très chouette cours, mais évidemment, j'en profite. On a un très chouette cours au premier cycle qui s'appelle ORH 3102, un cours d'introduction à l'économie sociale et à l'entrepreneuriat social. J'ai d'ailleurs 3 étudiants qui sont dans la salle aujourd'hui qui représentent le cours. Une idée, ça pourrait être éventuellement de rendre obligatoire un cours qui parle d'économie sociale à tous les étudiants qui font un parcours en gestion à l'école des sciences de la gestion. Je glisse ça comme ça.
mais juste compléter un peu. Mais c'est bien, on est les seuls. Non, pour le coup, c'est une chose. De toute façon, ils sont là. Mais en plus de ça, quand je dis il faut se vanter, c'est comme j'avais demandé à Youssef pour des obligations de faire le tour de tout ce qu'on donne comme cours en économie sociale, parce que on a besoin pour le dire, en fait, ne serait-ce que dans mes allocutions. On s'est rendu compte quand même que tout ce qui touche ESG, pas ESG, pas l'école, là, environnement, socio, gouvernance, économie sociale, mais c'est quand même 20% de nos cours, mais on le dit pas. Genre, quand il m'a sorti les statistiques, on le dit pas. Tout ce qui tourne éthique, on donne beaucoup de cours, plus que toutes les autres universités, on le dit pas. Mais je retiens ta suggestion, mais donc c'est quelque chose qu'il faut compiler à un moment donné. Il va falloir compiler les statistiques et l'annoncer. Et puis, mais il n'y a pas que on avait un programme, une concentration MBA en innovation sociale, ainsi de suite. C'est pour ça que je dis, on était déjà positionné depuis longtemps, et il faut quand même qu'on continue pour montrer notre différence. Et je passe le micro. Pardon? Oui, mais j'avais d'abord un monsieur qui avait levé la main. Est-ce que vous êtes de l'ESG? Non, on va pouvoir vous donner la parole, là, ça fait... Parce qu'on est poli. C'est un peu entre nous, sinon. Donc, Jason Rivet, étudiant de doctorat à HEC Montréal. Donc, mais je suis un cours avec Annie, donc qui était ce matin. Donc, j'ai quand même un petit peu de SG, puis j'ai quand même fait tout mon bac puis mes maîtrises à l'UQTR, donc dans les UQ. Donc, on reste quand même un peu UQ. J'aimerais vous poser une question, mesdames. Donc, la question s'adresse à vous trois. Donc, vous trébuchez sur une lampe magique. Il y a un génie qui en sort et qui réalise des vœux. Donc, que ce soit sur des ressources, sur, mon Dieu, le génie peut convaincre le gouvernement de faire quelque chose. Qu'est-ce que vous aimeriez qui se passe, donc, au-delà de tous vos rêves imaginables et inimaginables? Qu'est-ce que vous souhaiteriez qui survienne dans les prochaines années ou maintenant en économie sociale? Je lis, là. Ça fait 2 ans là-dessus. Le sommet de l'économie sociale, qui est le 14-15 mai, vise à renforcer nos capacités d'action puis notre identité. Donc, capacité d'action, quels sont des nouveaux moyens qu'on peut se donner? Puis l'économie sociale travaille fort pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. C'est sûr que si le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, Desjardins, qui que ce soit, arrive, trébuche, puis nous donne plein de cash ou des règlements ou des programmes gouvernementaux, encore mieux. Mais cette notion de prise, d'identifier des besoins et de dire, OK, on va travailler à ça. Et de l'autre côté, la question d'identité, de comprendre que, ouais, c'est vrai que même si moi, je suis en habitation, ben il y a un enjeu pour le vieillissement de la population, puis il y a peut-être des choses qu'on peut apprendre ou faire ensemble, puis on a peut-être tous, si on dit personne avant le capital, des choses qu'on pourrait améliorer dans nos pratiques internes de gestion de ressources humaines ou à notre gouvernance ou tout ça. Donc, pour moi, réussir le sommet, c'est-à-dire arriver puis que toutes les personnes qui sont là sont comme OK, c'est ça l'économie, pas Margie me tape, faut pas dire renouveler parce que c'est pas mauvais l'identité, mais je pense on peut l'actualiser puis la renforcer, l'adhésion au mouvement, l'engagement de qu'est-ce que ça veut dire, puis mettre plus clair tous les outils qui existent pour être plus forts, plus nombreux, plus gros, plus performants. Si on réussit à ça, pour moi, on peut surfer on met de l'avant de la vision 2050. Donc, ça enligne les efforts sur plusieurs années, des décennies pour la suite des choses. Moi, j'aimais bien le cours obligatoire en économie sociale dans le cursus. J'aimerais ça une économie aussi qui est plus orientée sur la réponse des besoins. On vit dans un monde un peu fou, là. Là, je me sens... Si j'ai rencontré Génie puis j'ai dit ce que je veux, c'est que j'aimerais ça qu'on arrête d'être dans une économie financière, là, que c'est pas incarné, puis qu'on arrive à quelque chose d'incarné, puis qu'on consomme selon ce qui est logique, puis qu'il y ait plus de justice sociale au niveau national, mais international aussi, parce que là, on fait vraiment n'importe quoi, là. C'est j'allais dire shit show, là, mais c'est pas beau ce qu'on voit. Puis l'économie sociale, mais c'est comme un pansement.
Puis dans l'école, ce que je verrais aussi, c'est de bien nommer les termes. Tu sais, c'est quoi l'économie sociale? C'est quoi la finance sociale? C'est quoi des critères d'impact? Puis qu'on prenne le temps de bien identifier c'est quoi la finance pure? C'est quoi la finance pas pure? C'est quoi? Non, mais où est-ce qu'on est? C'est quoi l'entreprise sociale? C'est quoi le ESG? Puis qu'on arrive à bien identifier les termes pour que l'étudiant ait le choix de ce parcours-là aussi. Parce que moi, quand je suis sortie de l'UQAM, ben là, je me cherchais encore un peu, puis j'ai retourné dans une banque, puis après, j'ai vu la lumière, puis je suis allée en économie sociale. Bienvenue. C'est Paul avec un quand même. Mais, OK. Moi, je vais garder mon souhait. En fait, je vais l'offrir à la dernière personne qui va pouvoir faire une intervention ce soir. Là. Allez-y. Bon, avant tout, merci beaucoup pour la présentation. C'est bien... Ça enrichit beaucoup de questions qu'on avait. Je m'appelle Vanda et avec Natacha, on a confondé une entreprise pour faire la gestion des déchets en plastique. On travaille dans 3 différents piliers, l'éducation autour de la crise du plastique et aussi l'advocacy. Je m'excuse pour l'anglicisme, le français est ma 4e langue, alors je fasse mon meilleur. On fait l'advocacy avec... aussi, on comprend que le recyclage est un band-aid pour un problème plus grand, que c'est notre consommation et la création de plastique qui est mis dans le marché. Et les 2 autres piliers, c'est vraiment de prendre les déchets et les recycler et créer des choses. Alors, par exemple, les ESG qu'il y a dans la table est fait avec d'impression 3D. On a fait un filament d'impression 3D 100% avec du plastique recyclé, par exemple. On a étudié le commerce et je suis d'accord avec vous, on a vraiment besoin d'un cours plus spécialisé sur l'économie circulaire parce qu'on est en train d'apprendre in the hard way que notre valeur et nos missions n'est pas alignées avec les mondes incorporés, qu'il y a le monde des coopératives, qu'il y a le monde de l'économie circulaire. Mais on savait pas ça. Et on était tous nous deux, en fait, étudiants de commerce à Concordia. Et on vient de se rendre compte de ça maintenant, que les choses, ça roule, que ça marche. Alors, j'en ai 2 questions, en fait. Un, c'est quelles sont les ressources pour la jeunesse dans ces milieux en tant qu'entrepreneur, je sais pas le mot français, entrepreneur? Ouais, merci. Ouais, des fois, ça marche qu'on parle avec un accent différent et ça arrive, mais des fois, ça marche pas. Et la deuxième question, c'est aussi, et peut-être en tant que femme, on est beaucoup plus exposé à ça, c'est comment gérer l'expectative d'accessibilité ou en fait, des fois, de gratuité. On a eu une réunion, mais aujourd'hui, où la personne nous a dit, si vous travaillez avec les déchets, c'est gratuit, non? Et nous, on a radio, OK, respirer, expliquer, écoute, pour prendre tes déchets et arriver dans un produit, il a toute une chaîne de valeur, il a tout un travail là-dedans, et c'est pour ça qu'on a un problème de recyclage si grand au Québec et dans l'échelle mondiale. C'est juste 9% de plastique qui est recyclé, alors. Mais comment gérer ces expectatives d'accessibilité ou gratuité quand on travaille comme coop en tant qu'entrepreneur en même temps? Et je m'excuse, c'est pas la meilleure question. C'est, comme je vous avais dit, c'est un monde qu'on est en train de découvrir parce que c'était pas accessible pendant nos études. Et encore une fois, merci beaucoup d'être là. Ben, c'est un bel exemple d'entreprise en économie circulaire qu'on a devant nous, je crois. Malheureusement, c'est une entreprise incorporée, si j'ai bien compris. J'ai dit malheureusement, mais peut-être pas. Ça dépend. Faut que le chapeau fasse d'être en économie sociale. Faut accepter d'avoir une gestion démocratique, un conseil d'administration qui voit le volet stratégique de l'organisation. Pour les structures d'accompagnement, il y a les PME Montréal. Au Québec, on est très, très chanceux. On a à Montréal. Sinon, à l'extérieur de Montréal, il y a les centres locaux de développement. Il y a aussi des pôles d'économie sociale. À Montréal, ce serait le CESIM. Il y a aussi les CDR-Q du Québec pour le volet coopératif. En ce qui a trait à la valorisation des efforts d'environnement, ben là, c'est le même sujet. C'est pas connu, c'est nouveau. On est dans un système capitaliste qu'on consomme encore beaucoup, mais je pense que la conscience de plus en plus sur la consommation
va venir, puis c'est d'essayer de trouver ces clientèles-là, puis d'élargir les bases de clientèle conscientisées et d'en conscientiser d'autres pour valoriser le travail qui est déjà fait. Sur la question de l'entreprise, je pense que j'en ai rencontré des gens qui sont comme j'ai parti mon entreprise, mais je savais pas que j'avais une option en OBNL ou au coop, puis ça fait très mieux parce que plus de gens, entre autres, c'est moins connu, mais c'est très utile. Pour, par exemple, favoriser la contribution de plein de parties prenantes. Les gens vont pas passer du temps à investir du temps puis des conseils pour un truc qui, ultimement, profite à une personne. Mais s'il y a une mission comme nous, notre mission, c'est de faire ça, OK, ça m'intéresse, je m'inscris là-dedans. Donc, il y a aussi dans des PME Montréal et d'autres ressources des gens qui aident aussi à la conversion d'entreprise parce qu'on voit ça. Si jamais ça, c'est une option à explorer. Sur la question de notre économie qui est très linéaire, là, on a un taux de circularité très, très bas. Je dirais que oui, des choses sont pas connues, mais c'est là où je trouve, en tout cas, ayant étudié en économie, le système économique est très mal fait. Puis ça, c'est en partie parce que on est au Québec, on a un grand territoire, fait qu'on est habitué à acheter des trucs dehors, puis c'est pas grave, puis utiliser autant d'eau qu'on veut, puis on a plein de terrain, puis là, on commence à voir qu'il y a des limites, mais aussi parce qu'il y a des programmes qui vont favoriser ou défavoriser ou mettre des coûts sur des choses. Fait que quand tu es payé à l'acte de recycler, mais pas de revaloriser, ou quand tu mets des responsabilités élargies pour les producteurs, où le producteur, il veut pas réparer et revendre, parce que ça cannibalise ses ventes, ben, de facto, tu crées une industrie du recyclage, mais pas de réutilisation. Puis ça a des impacts environnementaux, mais ça a des impacts sociaux, de plus être capable d'acheter un frigo usagé, ça a des impacts, une série de facteurs. Donc, je pense que au niveau des entreprises, il y a des contraintes réelles quand les balises ne sont pas faites pour encourager des bonnes pratiques, dans ce cas-ci de réutilisation, de récupération. Mais je pense que la chance qu'on a au Québec, c'est aussi d'avoir des lieux de recherche et des lieux de plaidoyer, de advocacy qui vont être, OK, garde le gouvernement, ton programme de responsabilité élargie des producteurs qui était bien réfléchi, avec des bonnes intentions, il fait pas du tout ce qu'il devrait faire. Voici ce qu'on propose. Puis, il y a eu nouvellement un réseau d'entreprises d'économie sociale en économie circulaire qui s'est constitué parce qu'il existe des entreprises. Puis c'est là l'innovation en économie sociale, c'est dire dans un cadre défavorable à la réutilisation, il y a quand même des entreprises qui le font et qui continuent de le faire, comme Groupe Coder au Saguenay, comme à Sherbrooke là. En tout cas, il y en non, c'est pas Défi Polytech. En tout cas, il y en a dans plein de régions. Puis non seulement ils revalorisent et des fois, oui, ils vont recycler, mais des fois, ils vont redonner pour que ça soit réutilisé. Puis avec les profits, encore une fois, ils réinvestissent pour faire plus puis avoir plus d'impact dans la gestion des matières résiduelles. Donc, il y a des efforts pour changer le système qui se font à partir du terrain par des entreprises parce que les profits servent à ça et non pas à rémunérer le capital. Mais il y a aussi des lieux de réflexion entre entreprises pour dire qu'est-ce qu'on a besoin pour aller plus loin, puis des lieux de plaidoyer ou de financement qui vont être comme, OK, vous voulez aller là, gang? On va s'assurer qu'on a les outils financiers pour vous soutenir. On va s'assurer que les politiques publiques s'ajustent pour voir qu'il y a vraiment une alternative, etc. Merci. Alors, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour les questions, les interventions. Je vous laisserai à l'une, à l'autre, le mot de la fin. Mais tu vas faire un mot de la fin aussi. Ah oui? Mais intéressez-vous à l'économie sociale, parlez-en. Puis je trouve ça intéressant, la posture de l'UQAM aussi, de dire, ben on fait ça. Puis je pense que c'est un peu l'avenir parce que, tu sais, quand on parle d'impact social, l'économie sociale, c'est là que tu vas avoir le plus d'impact. Il n'y a jamais personne qui va pouvoir me faire dire le contraire, même sous la torture, là, tu sais. Parce que c'est la réalité. Fait que après, les gens vont prétendre avoir de l'impact. Puis j'ai beaucoup de respect pour les petites entreprises privées. Mais les grandes entreprises qui prétendent avoir de l'impact puis qui vendent cet impact-là, j'ai un petit peu plus de problèmes. Fake news. Juste, je suis vraiment contente. Je pense que c'est vraiment intéressant puis c'est fidèle à une tradition de l'UQAM qu'on ait eu cette conversation ce soir. Je pense que c'est vrai qu'il y a des moments quand les gens entendent parler d'économie sociale que OK, ça existe, je pourrais travailler là. Fait que c'est intéressant pour ceux qui en entendent plus parler puis qui voyaient pas ça d'en parler. Mais je dirais aussi, pour moi, l'intérêt d'ici, c'est
de pas ressortir comme, hey, c'est des belles valeurs, c'est cool. Il y a des gens qui essayent de faire mieux. Non, non, c'est réellement des entreprises. Puis il y en a 11 200 au Québec. Puis c'est 6% de la main-d'œuvre. Puis c'est 50 milliards de chiffre d'affaires. Donc, comme c'est des acteurs économiques puis des entreprises qui ont besoin de vous, de l'intérêt de vos idées, de vos formations, puis dont on peut en parler de façon tangible. T'sais, c'est pas un cours de philo, là. C'est enregistré. Avoir des idées est aussi très important, mais les mettre en œuvre, l'est aussi. Merci infiniment. Donc, un grand merci à nos deux conférencières. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous qui étaient là avec nous ce soir. J'aimerais aussi profiter de l'occasion donc pour remercier nos partenaires de cette grande conférence. Bien sûr, Miller Thompson qui nous a accueillis, l'Association des étudiants de l'ESG aussi, ainsi que Finance Montréal. Et je vous invite donc aussi pour la prochaine grande conférence qui va se tenir le 16 avril. On pourra entendre Édith Cloutier, donc présidente régionale Rogers Communication Québec et région de l'Atlantique. Ça va se passer cette fois-là au Centre Pierre Péladeau. Et donc, le reste de la soirée nous appartient pour... vous pouvez continuer la conversation entre nous et je pense qu'il y aura des petits rafraîchissements dans le fond. Donc, merci encore et bonne poursuite à toutes et à tous. Merci.